Stop au monopole. Alors, vous entendez quoi quand vous dites ça? Qu'est-ce qu'il y a comme monopole? Dans quel domaine? J'ai une anecdote à raconter. Allez-y, monsieur. Alors, moins de 20 minutes. Hein. Non. Alors, effectivement, les monopoles. Quand j'étais président du syndicat de la pêche... Vous avez 3 minutes. Après, on est obligé de couper pendant quelques temps. Le syndicat de la pêche, c'est qu'à un moment donné, nous avons monté un projet pour avoir des box de mariage, parce que ces box de mariage sur le port de pêche a été fait initialement pour les pêcheurs. Et effectivement, ça n'a pas marché parce que M. Gaston Flosse, président du pays à l'époque, a mis des fonctionnaires pour gérer tout cet ensemble et on a été éjecté. Et ça a intéressé des particuliers. Ce particulier, c'est un des fils de Sintunhin, si je peux le citer. Alors il m'a dit, c'est pas les petites étoiles qui va pouvoir faire un projet comme ça, c'est nous. Alors je lui donne le projet. Et ça concerne quand même une coopérative où il y a 20 pêcheurs, patrons pêcheurs avec des tonniers. Et je lui dis, est-ce que tu as un moment à me consacrer? Parce que maintenant c'est toi qui vas prendre ce projet. Je vais donc aller éclairer, informer les 20 tonniers. Alors il me dit oui. Alors j'ai dit, je vais dire à mes pêcheurs, quand tu vas le matin, tu te lèves le matin avant d'aller sur le port de pêche, tu as dormi sous un toit Sintunhin, plafond Sintunhin, armoire Sintunhin, fenêtre Sintunhin. Et quand tu poses des pieds par terre sur le carreau, Sintunhin. Et quand tu vas aux toilettes, c'est Sintunhin. Tu ouvres le robinet, c'est Sintunhin. Et le papier, tout ça, ok, non, quand tu vas dans la cuisine, tu ouvres le gaz, c'est Sintunhin. Tu allumes le four, c'est Sintunhin. Tu allumes la radio, c'est Sintunhin. Quand tu t'assois sur la chaise avant de prendre le café, c'est Sintunhin. La table, c'est Sintunhin. J'espère que vous leur demanderez des droits par rapport à la pub qui est faite. Non. Et quand tu rentres au garage avant pour prendre ta voiture pour aller sur le port de pêche, la voiture, c'est Sintunhin. Tu t'arrêtes à la station mobile, c'est Sintunhin pour faire le plein de la voiture. Tu arrives sur le port de pêche, le bateau, le moteur, c'est Sintunhin. Tu prends le nylon, c'est Sintunhin. Et l'hameçon, c'est Sintunhin. Alors, il me dit quoi alors? J'ai dit, mais qu'est-ce que tu crois qu'ils vont me dire? Il me dit, je ne sais pas. J'ai dit, ils vont me dire, hé, président, Sintunhin, c'est comme les mauvaises herbes, ça pousse partout. Je dis, ben oui. Il me dit, mais les mauvaises herbes, quand il y en a trop, nous les Polynésiens, on met le feu. Il m'a dit, tu reprends ton dossier. Alors, moi, je voudrais revenir sur... Est-ce que vous pouvez donner d'autres exemples de monopoles? L'anecdote est très bonne. La fin des monopoles, pour moi, la fin des monopoles et des ententes et des positions dominantes, c'est le monopole, pour moi, c'est l'EDT. L'EDT qui nous vend de l'énergie beaucoup trop chère, qui bloque le développement des panneaux solaires, tous les développements hydroélectriques. Et le monopole de l'EDT, aujourd'hui, est un scandale sur le territoire. Et j'ai déjà traité ces gens-là de voleurs, je recommencerai. Et aujourd'hui, je dis encore une fois à monsieur Dubox Martin, vous êtes un voleur et vous volez les Polynésiens. Et en plus de ça, je dirais que les ententes et les positions dominantes, les carburants qui sont l'approvisionnement en MDO des centrales de l'EDT, là encore, ce sont des positions dominantes. Donc il faut mettre un frein à tout ça. Il faut développer les énergies modernes, c'est-à-dire l'éolien, les panneaux solaires et les houlots motrices. Bon, une des raisons et une des explications à la cherté de la vie dans notre pays, d'après des économistes, qui sont des gens objectifs et non pas politiques, ce sont les monopoles. Alors, il y a un certain nombre de monopoles ou de situations qui sont qualifiées ou voisines des monopoles, des ententes, etc. Vous demandez à ce qu'elles soient réglementées ou ce qu'elles cessent. Vous pouvez nous donner des exemples de monopoles qui vous semblent être négatifs pour l'économie polynésienne et surtout très préjudiciables au coût de la vie dans notre pays. Des exemples. Voilà, alors pour faire court et que ce soit très compréhensible par tous, on va parler simplement de la vie chère. On ne va pas parler trop des monopoles, on va dire simplement la vie chère. La vie chère, c'est quoi? C'est nous payons trop cher notre consommation alimentaire, notre consommation électrique, nous payons trop cher nos voitures, nous payons tout trop cher. Alors, naturellement, on sait qu'on est loin de tout et loin des lieux de production. Mais la pratique qu'il y a lieu dans les grandes surfaces et partout, ce sont les marges arrière. Alors, personne... Les marches arrière sur les voitures, c'est quand tu mets la marche arrière, ça recule. La marge arrière, c'est le profit que fait le commerçant et le gestionnaire d'une entreprise sans payer d'impôts, sans déclarer cette marge et en fraude complète. C'est-à-dire que c'est une
façon de s'enrichir. C'est une fraude totalement illégale. C'est un sujet que vous pouvez contrôler partout, notamment en Europe. Bien souvent, Carrefour est condamné à des centaines de millions d'euros. Dans la pratique, Pierre, qu'est-ce que c'est que... Alors, ben voilà, dans la pratique, c'est très simple. Lorsque vous commandez un produit chez un fournisseur, au lieu de payer ce verre 100 francs, vous allez le payer très exactement 100 francs sur la facture, mais le fournisseur va rétrocéder à l'acheteur 70 francs. Autrement dit, le verre... à l'importateur. Bien sûr, donc le verre ne coûte que 30 francs. Et c'est comme ça que les 70 francs vont arriver sur un compte extérieur de la Polynésie. Et donc, ça s'appelle... Ça se pratique dans quel domaine de l'importation? Ça s'appelle Société SIS sur le territoire, Société d'Engineering et de Services. Monsieur Yves Buyajar, qui pratique ce genre de choses. Et monsieur... le genre de monsieur Gaston Floss. Tout à fait. Monsieur Louis Van qui fait la même chose. C'est-à-dire, lui, ça s'appelle SEG. Et ces sociétés engrangent plusieurs milliards sur le dos des consommateurs polynésiens. Totalement. Monsieur Louis Van, il a Carrefour et Champion. Il a le monopole. Il a le monopole. Pardon? Jean-Pierre, c'est illégal? Non, c'est pas illégal. Ce n'est pas recommandé et ce n'est possible en fait que quand il y a une absence de... Non, non. C'est-à-dire... le problème c'est que c'est pas bien évidemment un détournement pur et simple comme Pierre semble le dire. Dans un marché qui n'est pas concurrentiel, on sait par avance quelle est à peu près la marge de prix que l'on pourra vendre. Bien évidemment qu'on pourrait sans doute s'approvisionner à moins cher que ce que on pourrait y arriver. Oui, mais dans la mesure où il n'y a pas de concurrence, rien n'interdit à ce que des sociétés diverses de commercialisation en arrière agissent, fonctionnent et aient leurs propres bénéfices, puisque au bout du parcours, ce prélèvement sur le prix n'empêchera pas la vente ultérieure. Voilà le problème. Mais alors, monsieur Hiro Tefarere, il en avait parlé à l'Assemblée à un moment donné. Tout à fait. Alors, oui, le rapport maintenant, aujourd'hui, il a enterré. Le problème, c'est que M. Hiro Tefarere, dans la foulée, a voté un texte qui allait à l'encontre de ce qu'il avait déclaré auparavant aussi. Attendez, là c'est un peu confus pour nos téléspectateurs. Oui, ça devient confus. Pendant ces deux mots, alors il y a eu un rapport qui a été fait par un élu de l'Assemblée et qui traitait spécifiquement du problème des marges arrière, c'est ça? Oui, c'est moi-même qui ai été entendu par cette commission et j'ai expliqué comment ça fonctionnait. Vous avez été entendu à quel titre? J'ai été entendu tout simplement au titre de président d'association qui a déposé la plainte contre la société SIS qui engrangeait ses marges arrière. Alors, il faut savoir aussi que ça se pratique en pharmacie et que nos médicaments sont payés trop cher par les marges arrière et la CPS rembourse naturellement beaucoup trop cher les produits puisque les fabricants engrangent des marges avant de les avoir mis en rayon dans les pharmacies. Alors, monsieur Jean-Pierre Buisson me dit c'est pas illégal, c'est pas trop interdit. Alors, c'est totalement illégal puisque ça ne paye pas d'impôts sur le territoire et que ces marges sont totalement condamnables. Est-ce qu'on peut dire, si c'est pas illégal, c'est du vol manifeste. Bien sûr que c'est du vol. Est-ce qu'on peut dire que du fait de l'existence de ces marges arrière, ou si on faisait disparaître ces marges arrière, le coût de la vie en Polynésie... 30%. Bien sûr, bien sûr. Là, je ne suis pas encore satisfait des explications qui ont été données là, parce que pour moi, la marge arrière, c'est quoi? Un exemple. Quand un concessionnaire de voiture commande une voiture, la voiture, le prix de la voiture peut être 500 000, mais il va lui demander une facturation d'1,5 million. Et celui qui va lui expédier la voiture va lui demander, le vendeur va dire, mais c'est 500 000 la voiture. Et on dit, non, tu me fais une facture de 1,5 million. Et le million, il lui dira d'envoyer sur un compte. À l'étranger, à l'étranger. Au Japon. Oui, au Japon. Ou en Nouvelle-Zélande. Cette voiture qui arrive sur le territoire, il coûte réellement sur la facture 1,5 million. Alors, on paye quasiment tout, beaucoup plus cher que ce que ça coûte, même si on tient compte des marges bénéficiaires. Bien sûr. Est-ce que les élus de l'Assemblée le savent, ça? Oui, ils ont été informés. Est-ce qu'ils auraient les moyens? Est-ce qu'ils ont les moyens? C'est illégal. William, s'il vous plaît. Après, poser une question à Sandra. Là où c'est illégal, puisqu'on parle de légal et d'illégal, mais je voudrais préciser l'illégalité là-dessus. Quand on fait la déclaration finale de l'impôt à payer du concessionnaire local, il faut inclure le million qui a été laissé de l'autre côté, qui est un bénéfice net.
Alors, au lieu de déclarer en disant que oui, vous voyez, il faut que je paye ci, je paye ça, etc., les oublier, ça me coûte cher, voilà, j'ai 200 000 balles par voiture. Mais normalement, c'est 1,2 million qu'il aurait dû déclarer. Et c'est là que l'apport n'entre pas dans la caisse. Donc il y a un très bon exemple. Et c'est pour ça qu'en Nouvelle-Calédonie, les voitures coûtent très cher. Alors, je vais vous dire un très bon mauvais exemple. Laissez-moi finir. Laissez-moi finir pour cette Après, affaire de voiture. Jean-Pierre, par exemple, et après Sandra, j'ai une question pour Sandra à ce sujet. Par exemple, c'est clair, net. La même voiture vendue sur le territoire avec la même voiture vendue en Nouvelle-Calédonie, il y a 1 million d'écart entre les deux. Autant. Ça, c'est un résultat clair et net. Monsieur Bouisson, après j'ai une question pour notre invité. Oui, c'est pas forcément un bon exemple. De dire qu'il y a une marge arrière et que le territoire est amputé, le territoire effectivement ne touche pas, mais la société qui intervient au milieu, elle paye des impôts à l'extérieur. Le territoire n'est pas volé. Parce que la voiture va être vendue 1,5 million. Il va percevoir les impôts et les taxes sur 1,5 million à l'importation. Ce qui se passe avant ne relève pas de sa fiscalité, ni de son régime. Exactement. Une question pour Sandra. On a bien compris que sur le plan légal, il est difficile de vérifier tout ça et de faire des enquêtes internationales. C'est pas les mêmes juridictions. C'est compliqué tout ça. Je voudrais finir ma question, si vous le permettez. C'est adressé à notre invité. Est-ce que, oui ou non, vous seriez disposé, Sandra, à ressortir du placard cette fameuse commission, ce fameux rapport sur les marges arrière? Vous êtes-vous, en tant que représentante élue, à même d'exiger ce document qui a été obtenu, qui a été travaillé, qui a été payé par les deniers de l'Assemblée. Donc vous êtes fondé à demander à ce qu'on vous donne une copie. Est-ce que vous pourriez prendre engagement de prendre cette copie et de nous l'amener ici sur le plateau de Carton Rouge pour qu'on puisse l'étudier ensemble? Voilà. Mais ce que moi je voudrais dire... On attend la réponse de Mme Sandra Lévy. Il faut qu'elle le fasse. Laissez-le. Mais je vais répondre... Je vais répondre à sa place, cher monsieur. Je voudrais qu'il finisse parce que c'est lui qui a apporté le dossier. Donc je voudrais avoir tous les éléments. Il l'a pas parce que s'il l'avait, il entend bien sûr que je l'ai. Bien sûr que je l'ai. C'est lui qui nous l'amène. Oui, alors bien sûr que je l'ai. Mais ce que je voulais dire, c'est que la marge arrière qui se pratique, c'est les centrales d'achat des supermarchés qui la pratiquent. Et les rétrocommissions sont des rétrocommissions qui sont exclues de l'impôt du territoire. Ça veut dire que le produit, la boîte de sardines, la boîte de Puno Poitro, enfin des produits de première consommation, sont déjà surfacturés par la centrale d'achat. Et c'est la centrale d'achat qui engrange et qui va reverser directement aux actionnaires. Ça veut dire que nos produits, si par exemple demain on mettait une coopérative directement derrière la douane en disant moi je vais acheter mes sardines, eh ben on paierait la boîte de sardines 50 francs CP au lieu de la payer 120 francs. Et pareil pour les médicaments. Donc on a vraiment un gros problème avec ces marges arrière et toutes les lois Galant ou toutes les lois que le président M. Nicolas Sarkozy a voulu mettre en place pour faire enrayer la vente, ce qu'on appelle la vente à perte, qui est interdite puisque la vente à perte est interdite, la loi Galant le rappelle. On nous dit que les marges arrière sont supprimées. Or, on s'aperçoit que sur les charcuteries, c'est 70% de marge arrière que les centrales d'achat arrivent à dégager. Donc, les centrales d'achat tuent non seulement le fabricant, mais les maraîchers et tous les autres. Et sur le territoire, les marges arrière existent. Et les fournisseurs du territoire pratiquent les marges arrière, la brasserie et ainsi de suite, en dépit du fait qu'ils ne payent aucun impôt sur ces commissions. Sandra, je vais essayer de vous poser une question. Si vous pouviez essayer d'y répondre, ce serait sympa. Et après, on demandera une petite réaction à nos amis du terrain derrière. Qu'est-ce qu'ils pensent de ce qu'ils viennent d'entendre? Ça sera intéressant. Alors, tout d'abord, juste pour rappeler ce que disait Jean-Pierre, c'est que finalement, je pense que si on va jusqu'au bout de ce qui vient d'être exposé, ce n'est pas le pays qui est lésé, c'est le consommateur. Parce que le pays, il prend sa recette fiscale au passage, quel que soit le prix qui est fixé. Après, je pense que c'est surtout la concurrence qu'il faut mettre en place, parce que quand il y aura de la concurrence, c'est bien... D'où la fin des monopoles que réclame Carton Rouge. Je suis tout à fait favorable à ça, dans le sens où quand le consommateur aura en face de lui deux produits avec des prix complètement différents, l'un où il y aura des marges arrière appliquées et qui sera forcément plus cher que l'autre, eh bien c'est sûr qu'il choisira à qualité égale à
je veux dire, à produits similaires, le produit le moins cher. Pour répondre à la question... Oui, répondez à la question, s'il vous plaît, sur le rapport, et après j'aurai une remarque à faire, si vous le permettez, Pierre. Sur le rapport, il n'y a pas de souci, je vous ressors ça. Par contre, après, aller le défendre, moi, j'y verrai pas d'inconvénient, sauf que M. Tefarere va me taxer de lui reprendre son bébé. Non, mais c'est quand même lui qui a porté ce rapport à l'Assemblée. C'est aussi lui qui l'a enterré très rapidement. C'est lui qui l'a enterré très rapidement quand il a changé je suis en train de bouillir gouvernement. Je suis en train de bouillir sur ma chaise. Je veux bien le récupérer et m'en charger. Mais la fin des monopoles, c'est aussi monsieur Gaston Floss qui donne le monopole à la famille Vannes, et c'est aussi monsieur Oscar Temarou qui donne 1,7 milliard de défiscalisation pour encore donner des monopoles à monsieur Louis Vannes pour faire encore un supermarché. Juste pour vous rappeler que je suis élu depuis 2008, que tout ça s'est passé bien avant que j'arrive, que je veux bien participer à essayer de régler les problèmes à la mesure de ce que je peux régler. Mais en même temps, nos élus nous trompent, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de concurrence. Une question subsidiaire de bon sens, si vous le permettez. Okay, on a identifié le problème des marges arrière. On est d'accord. On sait comment ça marche, on sait que c'est pas moral, et on sait que le résultat, c'est une augmentation du coût de la vie, de la cherté de la vie de 30%. En tout cas, c'est légal. On décide d'arrêter tout ça. Bien sûr. On arrête tout ça. On ne peut pas, puisque l'ensemble de la distribution est contrôlé par ces mêmes personnes qui pratiquent les marges arrière. Autrement dit, si vous trouvez quelqu'un qui va faire venir un produit en ne pratiquant pas les marges arrière, personne ne va lui acheter son produit. Parce que les gros monopoles vont lui dire, mais toi, si tu ne me prends pas mon produit à X, je ne te vends pas tous les autres avec les marges arrière. C'est un cercle vicieux. Comment on règle le problème? Est-ce que ma question est claire? Non, elle n'est pas claire, ma question? Non, c'est bien là que nos élus ont failli à leur mission. Ils devaient mettre en place la concurrence, c'est-à-dire d'un côté Carrefour, de l'autre côté Monoprix ou de l'autre côté Leclerc. Et là, on aurait une concurrence. De mettre en place une loi. Donc la première chose à faire, c'est quoi alors? Alors, quelle est la solution carton rouge? Non, la loi sur la concurrence a été enterrée par M. Tevarofrich, et qui n'a pas voulu la mettre en place parce qu'il a été acheté par les grands groupes. Vous dites que M. Tevarofrich... C'est un voyou, oui. Vous dites que M. Tevarofrich, qui est un candidat à la députation... Un voyou. Carton rouge, vous avez un budget pour tous les contentieux? J'en ai un, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de contentieux, on a les preuves. Expliquez-vous, monsieur. Alors, la défiscalisation qui a été faite avec NR Solaire... je vous l'explique. Il était ministre de l'économie, il était en charge justement de faire passer la loi contre les monopoles et la loi contre les, on va dire, les ententes illégales. Or, il a failli à sa mission à tous les niveaux. Il n'a pas mis en place la loi sur la... Est-ce que cette négligence fait de lui un voyou? Oui, parce que de l'autre côté, il a favorisé l'importation de 15 000 panneaux solaires avec son ami Tramini, et en plus de ça, c'est passé à l'Assemblée d'une manière totalement anormale. Monsieur Thierry Paquier était son directeur de cabinet, et la défiscalisation qu'il a offert à cette société de 745 millions n'est même pas passée à la commission des finances, et des élus qui sont là, représentés par Madame Sandra Lévy-Agalmi, pourra vérifier. La société NR Solaire a touché 700 millions de défiscalisation sans aucun respect des lois en vigueur à l'Assemblée territoriale. Il y a une interrogation. Et après, on donne la parole à nos invités. Il y a une interrogation à se faire. Pourquoi ce monopole dure toujours? Très bonne question. Eh bien, parce qu'il y a derrière le monopole politique. Et c'est une raison de la pétition, c'est de dégager ce monopole politique. C'est une solution. On peut passer le micro à nos amis, s'il vous plaît. Un micro, vous êtes sympa. Qu'est-ce que ça vous parle? Comment, là, tout ce que vous entendez là, sur l'augmentation de 30%, qu'on pourrait tout payer 30% en moins, alors qu'il y a des gens qui ont des comptes apparemment extraordinaires à l'étranger, en Nouvelle-Zélande. Ça vous parle comment dans votre ventre, là, ce que vous entendez là? Facile. Allez tout simplement dans les logements situés du côté d'Oremou, posez-leur la question et vous verrez bien de quoi, quelle sera la réponse. Pour eux, ça sera du charabia, tout simplement. Ils vont rien comprendre. Vous avez bien suivi? Oui. Qu'est-ce que ça vous inspire, ce que vous avez entendu? Écoutez, la vie chère en ce moment, c'est quoi? C'est tout à payer, il n'y a plus d'économie, il n'y a plus rien, quoi. Donc les 30% et la baisse de tous ces tarifs, ce serait la bienvenue quand même. Il faut baisser tous les prix en Polynésie, ça suffit. Il y en a marre de payer tout ça.
On arrive quoi à la fin du mois? Il n'y a plus rien dans les poches. Et qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, de nos jours, tu vas au bord, tu vas la nuit là, dans la ville, tu vas voir de plus en plus de jeunes qui se prostituent. Est-ce que c'est normal? Pourquoi? Parce qu'ils font ça pour aider leurs parents avant tout. Ils en ont marre de voir leurs parents trimer jour et nuit. Ils en ont marre. Tiens, donc je vais dénoncer. Je vais profiter pour dénoncer l'OPH. Ok? Vous allez dans les hauteurs de la mission. Vous allez poser la même question à ces habitants-là. Qu'est-ce que vous en pensez de la vie chère? Aujourd'hui, pour habiter dans un lieu social, c'est plus comme avant. Avant, tu payais un logement à 18 000. Et aujourd'hui, même si tu touches le SMIG, tu vas payer 60 000 balles. Ok? Qu'est-ce qui va te rester après? Et en plus, eux, avec leur calcul bidon, qu'est-ce qu'ils disent? Ah non, on ne tient pas compte du prêt que vous avez fait au niveau de la voiture, au niveau du scolaire et tout ça. Donc nous, on va calculer selon ce que tu gagnes. Ok? Donc moi, je dis que c'est dégueulasse. C'est dégueulasse parce qu'ils ne sont pas là pour nous aider. Ils sont là tout simplement pour nous casser. Maintenant, moi, je m'adresse aux élus. Qu'est-ce que vous attendez pour réagir? Qu'est-ce que vous avez à proposer à tous ces jeunes qui sortent de l'université et qui se retrouvent encore sans boulot? Et pourtant, ils ont les diplômes. Qu'est-ce que vous leur proposez? Qu'est-ce que vous proposez aux mamans qui restent à la maison à s'occuper des enfants? Qu'est-ce que vous leur proposez? Et les gens qui vont trimer sur les chantiers, vous les proposez quoi? J'aimerais bien savoir. Merci. Par contre, j'ai un dernier mot à passer. Je souhaite tout simplement à la nouvelle pirogue polynésienne de faire des vagues. Merci. Merci pour ce cri du cœur. Bon, peut-être bien sûr. Oui, vous avez été un petit peu interpellée, madame. Voilà. Alors, moi, j'ai siégé à l'OPH en 2009 et je me suis rapidement aperçue que les dossiers n'étaient pas traités comme il fallait. Il y a des gens qui avaient déposé des dossiers depuis plus de 15 ans, qui n'avaient pas du tout d'aboutissement au niveau de leur maison OPH ou des aides en matériaux, tout simplement parce que le dossier n'était pas arrivé soit en commission, ou quand il était arrivé en commission, il avait été, comment dire ça, arrangé, organisé pour faire en sorte qu'il ne soit pas prioritaire. Donc j'ai pris la tâche, moi, des maires, des différents maires, en leur demandant, au niveau des affaires sociales qui suivent ces familles, qu'est-ce qu'ils avaient à donner comme élément. En parallèle, ça me permettait de confirmer ou d'infirmer les informations qui m'étaient données par les familles. Donc sur 150 dossiers de logement au PH qui étaient passés entre les mains de mes collaborateurs à l'Assemblée, on a pu loger 87 familles. Sans piston, sans rien. C'est vraiment à les accompagner pour que le dossier soit complet, faire en sorte qu'ils suivent normalement le circuit et qu'ils aient la chance, comme tout le monde, d'avoir un logement social. Ce qui m'a choqué, c'est que ça fait des années, et je l'ai dénoncé auprès des différents ministres, mais ils n'ont pas du tout bougé. Les gouvernements successifs n'ont pas bougé non plus. Ce sont les loyers pratiqués. Il faut savoir que sur certains logements OPH, il y a eu des financements qui se sont faits à 100% par l'État. Et l'OPH continue à percevoir des loyers dessus avec une non-possibilité d'accession à la propriété. Donc il y a vraiment un gros souci au niveau du logement social en Polynésie. Il y a aussi, moi je pense que j'ai vu le modèle néo-calédonien, je trouve qu'il est hyper intéressant. Là-bas c'est le privé qui construit les logements sociaux. Merci, c'est le privé. Voilà. Et les élus dehors, on est bien d'accord. Les élus font leur travail. Oui. Les élus font leur travail, ils lancent les appels d'offres, les privés font leur travail aussi. Il y a une agence qui fait le lien entre les deux. Par contre, c'est pas l'agence qui construit. On un logement social en fonction de la couleur politique que l'on veut faire voter. Non, mais là, à ce moment-là, c'est une commission, bien sûr, qui est gérée par l'administration là-bas, qui l'organise. Mais les choses sont claires au niveau des marchés publics, puisque ce sont les entreprises privées qui construisent. Eh ben, nous, c'est pas clair depuis 25 ans. Et ce qui est intéressant là-bas, c'est qu'il y a vraiment une politique pour la jeunesse, pour le logement des jeunes et pour les logements intermédiaires. Il y a des gens qui commencent dans la vie, qui ont des difficultés au niveau des salaires et qui ne peuvent pas se permettre de payer 80 000 francs, 90 000 francs par mois. Deuxième chose, en 2008, pour les jeunes étudiants, j'ai quitté Totatoaïa, j'ai démissionné de la majorité, oui, parce qu'on m'a dit en gros, soit tu votes comme ça, soit tu dégages. Donc j'ai pris mes responsabilités, je suis restée pour faire passer des amendements. Le premier amendement, c'était pour augmenter la bourse des étudiants. C'est ce qu'ils ont été obligés de faire puisque j'étais la 29e voix. Pour aider les entreprises en difficulté, il y a des dispositifs qui ont commencé à être mis en place. Malheureusement, M. Puchon n'a pas poursuivi ces dispositifs. C'était fait sur le modèle Sarkozy, c'est ce qui avait été détecté dès 2008. On voyait la crise arriver, donc on pouvait déjà commencer à travailler en amont dessus. Donc voilà un peu. La troisième chose, la TVA, on s'était engagé avec
avec Tota Toaya à l'époque, et Temanatoa, le parti que je dirige, faisant partie de Tota Toaya, moi j'ai fait les quartiers, je suis allée voir les gens en leur disant, quand on sera élu, on va baisser le coût de la vie. On a baissé du coup de 1% la TVA, alors que dans le budget initial 2009, il était prévu d'augmenter les taxes. Donc ma 29e voix a servi ces trois projets qui ont pu aboutir. Donc juste pour finir, qu'est-ce que je propose moi à la jeunesse, c'est que les jeunes prennent leurs responsabilités, qu'on change les élus qu'on a à l'Assemblée et qu'il y ait des gens nouveaux, motivés, qui ont la niaque, qui ont envie de développer ce pays, qui n'ont rien à gagner personnellement dans l'affaire, c'est-à-dire qu'ils ont une situation qui fait que c'est un plus qu'ils veulent apporter au pays, ils veulent apporter leur expérience, ils veulent apporter leur technicité, ils veulent apporter l'amour de leur pays et c'est comme ça qu'on arrivera à relever ce pays parce qu'on a l'argent, on a les compétences, mais il manque un capitaine à bord avec des gens qui ont vraiment envie, des bons matelots, qui ont envie que la pirogue, comme tu disais, Polynésie avance. Alors, pour ou contre la dissolution de l'OPH alors? Pour que le privé prenne sa part de responsabilité dans la construction. Là, on a eu une longue tirade de Sandra, elle a fait une bonne promotion politique, elle était là pour ça, elle a raison. Tout de suite, ce qui vous attend au prochain épisode. Encore une fois, je reprendrai la question est posée d'une manière un peu ambiguë. Il faut être très clair. Le RSA, c'est le revenu de solidarité actif et nous ne voulons pas l'instaurer. Il est de droit. C'est totalement faux. RSA, c'est payé par la métropole. Appelez-le autrement alors, parce que dans le système français, c'est comme ça. La Constitution française, article 1, article 2, stipule que personne sur le sol français doit vivre dans le seuil, en dessous du seuil de pauvreté.